mais qui flirte avec la mort épouse un cercueil. C'est le jeu dangereux auquel joue le promoteur immobilier Country Garden, qui a annoncé hier qu'il ne sera pas en mesure de rembourser tous ses emprunts, ce qui renforce le scénario d'un défaut de paiement d'un des principaux promoteurs immobiliers chinois. En effet, nous avons appris que le groupe n'a pas été en mesure d'honorer lundi un paiement portant sur 56,7 millions d'euros, et ce alors que de nouvelles échéances se profilent au cours des prochaines semaines. La restructuration de la dette semble donc inévitable, et c'est pourquoi le management aurait décidé d'embaucher des conseillers financiers, mais cela signifie également pour les fins connaisseurs du dossier que Country Garden n'honorera vraisemblablement pas ses échéances de dette. Dans le viseur des autorités chinoises à cause de son endettement bien trop important, Country Garden doit également faire face à un mur de dette estimé à 180 milliards d'euros, alors que le tiroir caisse n'est rempli qu'à hauteur de 18,6 milliards. Le calcul est simple et les analyses de Moody's n'ont pas eu d'autre choix que d'abaisser la note de solidité du promoteur à CA, avant-dernier échelon, avant le défaut. Enfin, nous apprenions également hier qu'un autre promoteur chinois surendetté, Caïsa, a reconnu lors d'une audience judiciaire à Hong Kong être insolvable, et ce après avoir fait défaut sur sa dette en 2021. Toujours en Chine, et selon Bloomberg, les autorités locales envisagent l'émission d'au moins 1000 milliards de yuan, ce qui équivaut à 137,1 milliards de dollars, de dettes souveraines supplémentaires destinées notamment à des dépenses d'infrastructures, et ce alors que le récent soutien n'a pas réussi à stimuler la croissance. Preuve en est, dans son dernier rapport sur les prévisions mondiales de croissance publié hier, le FMI estime que le PIB chinois devrait augmenter de 5% en 2023 et de 4,2% en 2024, des révisions à la baisse de 0,2 et 0,3 points de pourcentage, et ce en raison de la crise immobilière qui secoue le pays, d'une reprise décevante des dépenses de consommation après le Covid-19 et de la faiblesse de la demande extérieure. Après d'âpres discussions et débats, les États-Unis ont finalement autorisé Samsung Electronics et SK Hynix, respectivement premier et deuxième fabricants mondiaux de puces mémoire, à fournir des équipements de puces américains à leurs usines chinoises, et ce, pour une durée indéterminée. Alors que l'administration Biden avait imposé des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine en les jugeant cruciaux pour préserver sa sécurité nationale, une dérogation d'un an avait été accordée aux deux géants sud-coréens, mais elle était sur le point d'arriver à échéance. Mais ce que donnent les États-Unis d'une main, ils reprennent souvent de l'autre, puisque Samsung Electronics a fortement été incité à construire une fonderie d'un coût de 17 milliards de dollars au Texas, et que SK Hynix a lui promis la mise en chantier incessamment sous peu d'une usine de 15 milliards de dollars, toujours sur le sol de ce bon vieil oncle Sam. Le spectre d'un nouveau sabotage sur un pipeline approvisionnant le continent européen refait surface. En effet, un an après le sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, une nouvelle fuite a été détectée sur une infrastructure gazière sous-marine entre la Finlande et l'Estonie. Et la piste du sabotage est sérieusement envisagée par le gouvernement finlandais. En effet, fermé depuis dimanche dernier, et ce suite à une baisse de pression, le gazoduc Baltic Connector de 80 km de long qui relie la Finlande à l'Estonie aurait donc été endommagé, provoqué par une activité extérieure. Ceci étant, même si l'affaire est prise au sérieux, l'approvisionnement énergétique et la sécurité des deux pays ne sont pas compromis. Au chapitre microéconomique, LVMH a ouvert hier la saison des résultats trimestriels, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont surpris. Le groupe, dirigé par l'homme d'affaires Bernard Arnault, a en effet publié un chiffre d'affaires en hausse de 9% par rapport au T3 2022, mais en deçà des attentes du consensus, puisque le chiffre d'affaires publié est ressorti à 19,96 milliards d'euros, alors que le chiffre d'affaires moyen attendu par les analystes était de 20,69 milliards d'euros. Cette décélération des ventes s'explique, selon le communiqué du groupe, par une normalisation de la demande en Europe et une base de comparaison plus exigeante en Chine. Autrement dit, l'inflation a rogné le pouvoir d'achat des clients du groupe en zone euro et aux États-Unis, alors que la reprise économique en Chine est poussive. Pour autant, LVMH se dit confiant dans la poursuite de sa croissance, malgré un contexte économique et géopolitique incertain. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et après un début de semaine difficile, les bourses européennes ont clôturé dans le vert. Un vert franc induit par le repli des taux longs outre-Atlantique et de nouvelles mesures de soutien à l'économie chinoise, comme nous venons de le voir. Le goût du risque semble donc de nouveau inspirer les investisseurs, et ce malgré les tensions au Moyen-Orient qui ravivent le spectre de l'inflation des années 70. À Paris, l'indice phare parisien a réalisé sa meilleure session depuis le 27
7 juillet dernier grâce à un gain de 2,01% à 7162 points. Le DAX s'est lui étoffé de 1,95% à 15 421 points et le FTSE n'a gagné lui que 1,82% à 7628 points. Les investisseurs à New York ont été rassurés par les propos rassurants des banquiers centraux américains et leur effet immédiat sur les taux longs. Le Dow Jones a pris 0,4% à 33 739 points, le S&P 500 a gagné 0,52% à 4 358 points et le Nasdaq Composite s'est lui de son côté étoffé de 0,58% à 13 562 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse soutenue par les actions du secteur des puces électroniques et la probabilité d'une première baisse de taux de la Fed au cours du S1 2024. Dans cet environnement, le Nikkei s'est adjugé 0,6% à 31 938 points. En France, dans le détail, alors que le SBF 120 s'est adjugé un gain de près de 2%, il a bien été aidé dans son mouvement par l'action Voltalia qui a pris 8,57% à 9,12 €. Le titre du spécialiste des énergies renouvelables a profité d'achats à bon compte après avoir chuté de 15% la semaine dernière. EuroAPI s'est lui effondré lors de la séance d'hier alors que le groupe a lancé un avertissement sur résultat à cause d'un effet prix limité par des programmes de réduction de stock chez certains de ses clients. L'action de l'ancienne filiale de Sanofi a plongé de 59% à 4,98 €. Sur le marché des rendements obligataires, les obligations d'État de la zone euro ont été tirées vers le haut par les propos de Christine Lagarde qui se montre toujours déterminée dans sa lutte contre l'inflation. Le Bund à 10 ans s'est apprécié de près de 2 points de base à 2,7760%. Son équivalent à 2 ans s'est également offert un gain de 2 points de base à 4,959%. Aux États-Unis, les rendements obligataires ont reculé et ce alors que le ton modéré des banquiers centraux américains a fait naître l'espoir d'une nouvelle pause dans le rythme de hausse des taux d'intérêt de la Fed. Hier, c'est encore Raphaël Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, qui a déclaré que la Banque centrale américaine n'avait pas besoin d'augmenter davantage les taux d'intérêt et qu'il n'y avait pas de récessions à venir. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement du Treasury à 10 ans a reculé de 15 points de base à 4,6323%, alors que celui à 2 ans a cédé 13 points de base à 4,9443%. Sur le Forex, les cambistes sur le Forex, le retour de l'appétit pour le risque après un début de semaine inquiétant a joué en faveur du dollar et de sa qualité d'actif refuge. L'euro s'est apprécié face au billet vert de 0,49% à 1,0617 $. Enfin, les prix du pétrole ont cédé du terrain hier, les craintes liées à une escalade géopolitique au Moyen-Orient se modérant. Ceci étant, les spécialistes du marché notent que l'impact immédiat sur la production mondiale n'est pas évident, mais que l'application stricte des sanctions à l'exportation à l'encontre de l'Iran par les États-Unis pourrait perturber les marchés. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a cédé 0,56% à 87,65 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison en novembre, a baissé lui de 0,47% à 85,97 $. Notons par ailleurs que le gaz européen a accéléré sa hausse en raison d'une fuite sur le gazoduc Finlande-Estonie qui résulte probablement d'une activité extérieure, comme nous l'avons vu précédemment dans nos actus. En effet, le contrat à terme TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a pris plus de 12%, clôturant à 49,40 € le mégawattheure, et ce après avoir touché un plus haut depuis juin à 49,82 € le mégawattheure. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 11 octobre 2023. Juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris commentée par David Furcage qui abordera également les mouvements sur le S&P 500 et les cours de l'or noir. A tout de suite sur Téléfinance.